atout personnel d'une force extrême, c'est son charme, son charisme et sa capacité de convaincre autour de lui. Mais il arrivait avec des arguments qui étaient frappants, quoi. Il expliquait qu'une berlinette, une alpine, c'était une voiture très longue à construire, mais par contre très simple, qui ne demandait pas beaucoup d'outillage, donc pas beaucoup d'investissement. Il expliquait qu'avec la berlinette, on faisait de la compétition et que la meilleure façon d'asseoir une marque, c'est de l'illustrer en compétition. Et puis la berlinette, eh ben, elle était construite sur une base mécanique de Renault 8 et donc sur des pièces éprouvées et déjà présentes, parce que l'autre, dans le dispositif, l'autre donnée, c'est qu'il s'agissait de trouver un partenaire dans un pays qui produisait déjà des Renault, en l'occurrence des Renault 8. Et tout ça présenté par Jean Rédélé, ben, c'était difficilement, personne n'y résistait, quoi. C'est ce qui a permis de produire dans 4 pays, dans l'ordre chronologique, le Brésil tout d'abord, qui a commencé, qui a même continué exclusivement avec la A108, ensuite l'Espagne, qui a commencé en A108 et qui est ensuite passé à la A110, le Mexique, et puis finalement la Bulgarie. Alors, vous avez une chance extraordinaire parce que vous avez ce soir 3 représentants de ces pays, et en particulier Paco Condé, qui nous a expliqué en long et en large il y a 2 ans, et vous vous souvenez, comment la FASA a produit 1904 berlinettes entre 63 et 78. Paco a fait 2000 km pour venir vous retrouver. À ma droite, quelqu'un qui a fait 10 000 km pour nous retrouver. Il vient du Mexique, c'est Alberto Gironella. Alberto Gironella, c'est une passion débordante pour la marque. Il est venu ici en France au début des années 70. Il a rencontré Paco, il a bien sûr rencontré Jean-Pierre, il a travaillé longtemps avec Jean-Pierre. Et Alberto avait l'idée de produire la 310 au Mexique. Ça n'a pas pu se faire, mais c'est aujourd'hui l'âme du Mexique. Et il représente les 693 voitures qui ont été produites entre 64 et 74, 10 000 km pour venir vous le dire. On va poser des questions tout à l'heure. Et puis quelqu'un également, ça nous fait très plaisir de le recevoir, qui est d'une timidité à la hauteur de son talent, beaucoup de talent. Ilya Choubrikov, qui courait pour Alpine et pour Bulgar Alpine, et vous savez qu'il y a eu des voitures qui ont été construites en Bulgarie, ce qui est incroyable, et il y a une 50aine de voitures qui ont été produites, et Ilya a fait 3000 km en voiture pour venir vous le dire ce soir. Et Michel le rigoleur, qui fait partie de la Squadra Limondin. La Squadra Limondin, ils étaient 4 pour ça. La Squadra Limondin, avec bien sûr monsieur Jean-Marie Mélec, qui n'est plus parmi nous. Claude Poirot, qui a évolué ensuite en étant le créateur de la MVS Venturi. Et puis Michel, bien évidemment. Et Michel qui nous rejoint également ce soir pour nous parler un petit peu de cette exportation. Alors Paco, on ne va pas te déranger trop longtemps, tu nous as déjà expliqué comment ça s'était passé, j'imagine que tu es content d'être avec nous. Bon, j'ai expliqué à l'occasion, il y a des ans, ici, on fait l'histoire des Alpines en Espagne. Je vais 2 ans après, avec mon âge, je rappelle tous les détails du commencement de la fabrication et de son développement. J'ai eu des chances, avoir une équipe motivée et travailler sans rapport avec l'organisation générale FASE d'une manière autonome,
c'est-à-dire pas seulement la fabrication, mais tous les affaires qui sont décisives pour la fabrication est nécessaire, compris le rapport extérieur avec fournisseur, la définition et tout. Et j'ai aussi donné merci à Jean-Pierre Limondin parce que même qu'il était délégué par Redélé en Espagne, on a compris la situation et la valeur de l'équipe alpine de Fasa, que s'est évolué complètement la définition des voitures, avec l'introduction de modifications proprement espagnoles, sin rapport avec la modification française. Et Redélé a approuvé toutes ces modifications. C'est là. Merci beaucoup Paco, merci pour ce témoignage. Paco, c'est vraiment toute l'histoire de la FASA et de l'Alpine. Et c'est grâce à Paco que les dernières voitures ont été faites, puisque Paco a produit les Alpines après Dieppe. Donc on peut développer ça. La deuxième partie, Alberto, le Mexique. Alors le Mexique, comment ça s'est passé l'évolution là-bas, et on demandera à notre ami Jean-Pierre de faire le point entre les deux. Aujourd'hui, au Mexique, les Alpines comptent beaucoup? Ben oui, il y a de moins en moins, et il y a beaucoup qui sont partis de tout le monde, au Japon, en France, aux États-Unis, on ne trouve presque pas. C'est une voiture mythique, d'ailleurs c'était la première marque mexicaine qui existait, qui s'appelait Dinalpine. C'était la première voiture avec la plus grande intégration des composants fabriqués sur place. C'était une loi qui était lancée par le président du Mexique à l'époque. Et puis c'était vraiment une voiture complètement 70%, 80% avec des composants faits sur place. Je peux vous dire, pour l'avoir vécu grâce à Alberto, que la passion alpine est très forte là-bas et que au milieu des manifestations comme tu m'as emmené, il y avait les Jaguars, les Ferrari et les Alpines. Un petit mot là-dessus, Jean-Pierre. J'en aurais beaucoup à dire, des petits mots. Déjà un petit mot qui me ramène vraiment à mes tout débuts, puisque Jean Redélé m'a embauché en fait pour partir, d'abord pour apprendre la voiture, parce que j'étais pas du tout de la partie. Et il n'y avait aucun plan, aucun dessin, il n'existait rien, quoi. Il fallait mémoriser, prendre des notes, et donc je suis parti au Mexique pour porter la bonne parole. Bon, j'ai découvert là-bas deux choses. J'ai découvert que les outillages qui étaient partis de Dieppe, ils n'étaient pas vraiment au point et qu'il y avait du boulot. Et puis j'ai découvert des conditions de travail qui étaient par rapport à Dieppe, par rapport à notre Capharnaüm, ça m'a paru vraiment merveilleux, quoi. Donc ça, c'est le souvenir des débuts et c'est vraiment remarquable. L'autre, ce que disait Alberto tout à l'heure, c'est vrai, quoi. En fabriquant une berlinette à l'étranger, on était capable de la rendre nationale à 70 ou 80% sans problème, parce que la carrosserie, bon, le polyester, rouler du polyester, ça ne pose aucun problème. Souder le châssis également, donc on trouvait sur place facilement. Et au Mexique, il y avait une imposition de faire plus de 65% d'intégration locale. Évidemment, en dehors de nous, personne d'autre n'y arrivait, quoi. Alors non seulement il y avait des pays émergents comme le Mexique, il y avait des pays connus comme l'Espagne, mais il y avait des pays socialistes qui faisaient également des Alpines. Donc, raconte-nous en deux mots, Ilia, comment ça se passe, comment on peut imaginer dans le bloc socialiste, avec ce qu'on appelait le rideau de fer quand même à l'époque, comment on peut imaginer qu'on fasse une Alpine, et comment on peut imaginer qu'on puisse rouler en Alpine et gagner comme tu l'as fait. Merci beaucoup pour cette situation que j'ai la possibilité un peu parler, mais je m'excusais de tout le monde avec les mots en langue française. Ça, c'est la première chose. Mais avec Alpine, je peux vous dire que j'ai changé de ma vie. Et merci beaucoup que nous avons fait avec les Bulgares Alpines et avec les Renault une grande bonne situation pour l'automobile sport bulgare. Et je peux dire qu'Alpine
Et M. Ridele, quand il est venu chez nous pour les faire des contrats, ils ont changé de notre navire et aussi les sports automobiles à Bulgarie. Merci pour l'invitation de l'association ici, M. Delimondin, et aussi parce que j'ai ici une possibilité d'entrer entre les meilleurs pilotes qui sont été avant et les meilleurs pilotes qui sont gagnés des championnats du monde. Merci beaucoup. Oui, merci Ilia. Il faut savoir que Ilia était encore dans la liste de notoriété en 93, puisqu'il courait à ce moment-là le championnat d'Europe des courses de côte sur une 205 qui était confiée par Jean-Pierre Nicolas, qu'il avait rencontré chez Alpine. Michel, tu as vécu ça, toi, avec tes petites mains allez. Une aventure au sens propre du terme. Jean-Pierre l'a parfaitement résumé. Il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de gars, il n'y avait rien du tout. Il fallait mémoriser soi-même pour restituer la manière de faire sur place. Voilà, on s'imagine difficilement une opération comme ça aujourd'hui, mais c'était la réalité du moment. Hein, c'était comment dirais-je, professionnelle, aventure humaine. Une tranche de vie qu'on n'oublie pas et qu'on ne regrette surtout pas. Merci beaucoup messieurs, merci et bonne continuité.